Bonsoir, c'est dimanche, 19h, 20h30. Vous avez Face à l'actu l'occasion de revenir sur quelques sujets tels que traités par la rédaction de STV tout au long de cette semaine, davantage sous le prisme de l'analyse de l'invité. Et l'invité ce dimanche, c'est le docteur Louis-Marie Cardeux. Vous le savez, il est par ailleurs enseignant, il est économiste, analyste. On l'écoute, on le voit davantage sur la scène publique au Cameroun. Il est également membre du SIF. Il a récemment été nommé au sein du Shadow Cabinet, et dont d'ailleurs le NEC vient de se tenir à Yaoundé. Avec lui donc, on va essayer de reparcourir ces quelques faits, notamment la pénurie de gazole qu'on a vécue, les questions de vie chère, avec l'inflation que l'on observe sur le marché, la rareté du blé, les relations France-Cameroun, bref, un ensemble de sujets qui, semble-t-il, préoccupent les Camerounais. Bonsoir. Bonsoir, député Atom. Et merci de m'inviter sur STV. Je suis très content de vous avoir, évidemment, au regard de l'actualité, de l'analyse, de la pertinence, d'ailleurs, de ce que vous faites souvent en termes de contribution au débat public. D'abord, d'entrée, si on vous demande de faire un peu une lecture générale, globale de la situation sociopolitique, économique, voire sportive du Cameroun aujourd'hui, en une fraction de seconde, que diriez-vous? C'est un pays qui fonce tout droit vers une crise sociale qui peut être, pour moi, de nature alimentaire. Il va être difficile que l'on échappe à cette situation-là aujourd'hui, du fait des mesures disproportionnées, quelquefois, qui ont été prises pour décimer le tissu économique local, national, mais aussi du fait des mesures inappropriées que nous avons sur des questions comme la production nationale et les importations massives qu'il y a dans notre environnement, et donc qui nous rendent très vulnérables à ce qu'on appelle les chocs externes, c'est-à-dire les fluctuations des prix sur le marché international. Donc, aujourd'hui, en faveur de la crise ukrainienne et de ses multiples méfaits sur le plan international, le Cameroun étant dépendant, il est de plus en plus probable qu'une crise sociale va avoir lieu. Cela dit, commençons peut-être par l'une des actualités les plus récentes. Je vais demander à Adonis Siamen, qui a suivi la réalisation de cette émission ce soir, d'introduire avec ce reportage que l'on a pu voir ici à Douala, notamment vendredi dernier, dans les différentes stations-service de la ville. On a pu observer la rareté du carburant, notamment le gazole, qui malheureusement est en pénurie au Cameroun depuis plusieurs semaines déjà. On fait le point. Dans la peau d'un automobiliste à la recherche du gasoil dans la ville de Douala, ce 21 juillet 2022. Les stations-service des carrefours d'Alip, SCDP, Mbopi, Feu Rouge et Rond-Point d'Aïdo ne sont pas approvisionnées depuis plus d'une semaine. Dans ces points précités, pas de rationnement ni de minimum. Les conducteurs sont éconduits de manière polie par des pompistes qui avouent leur ignorance. Des décisions sur les prix, les jours et les heures d'approvisionnement sont prises par le top management de la station. Nous servons juste les clients, nous avons un pompiste. À la quête du précieux liquide et des informations sur les dates d'un probable approvisionnement, rien ne filtre. Quelques responsables des stations-service visitées dans la capitale économique du Cameroun, Douala, refuse de nous recevoir. Dans un communiqué publié le 11 juillet 2022, le gouvernement annonce que le marché des hydrocarbures sera approvisionné sous peu avec 62 500 mètres cubes de produits pétroliers pour juguler la pénurie observée dans les stations-service. Voilà, donc c'était jusqu'à vendredi dernier ici à Douala, quelques heures d'ailleurs après l'annonce des pouvoirs publics. La situation était pareil, ou sinon un peu plus grave à Yaoundé, où on a pu voir des files d'attente, de longues files d'attente devant des stations, à la recherche évidemment du carburant. Cette pénurie vous a-t-elle surpris? Aurions-nous pu la prévoir avant
est-ce qu'elle est tombée comme un cheveu dans la soupe, ou alors vous dites comme tout le monde, la crise ukrainienne est aussi le fondement, la base de ce qu'on a vécu cette semaine? Cette fois-ci, c'est la crise ukrainienne. D'accord. Mais nous sommes, lorsque vous êtes dépendant à 100% de l'étranger, vous êtes sujet à tout ce qui est fluctuation sur le marché international. Et donc, ça fait depuis très longtemps que nous disons au gouvernement que le problème viendra. Parce que vous ne pouvez pas être un pays qui a la capacité de production, qui ne produit pas et qui compte sur l'étranger pour s'approvisionner. Et donc, voilà les limites de cette approche-là que nous avons aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas du tout surprenant. Mais ce qui est grave, c'est la façon par laquelle c'est géré. Je disais tantôt que le Cameroun est aujourd'hui un pays en faillite. Et quand vous êtes en faillite, il y a des mesures d'urgence, voire même conservatoires, qu'il faut prendre pour sortir de la situation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque, en 2019, la Sonara a été brûlée, depuis lors, le Cameroun procède par des appels d'offres pour s'approvisionner. Et ces appels d'offres, c'est auprès des traders et donc des spéculateurs. C'est pour ça que le prix, si vous regardez le prix du baril de pétrole sur le marché international, le litre, sur cette base, vous reviendra dans les 350, 380 avec les taux de change. Mais avec les spéculateurs, nous apprenons que notre gouvernement achète le carburant à 1100 francs, quelquefois 1200. Ce qui est normalement un scandale. Un scandale lorsque nous avons des situations et des solutions entre les mains. Là, on parle de Douala, on parle de Yaoundé, mais Garoua, Maroua, Bamenda, Bouéa, Tiko ou encore Limbe, c'est toujours le Cameroun. Mais on n'est pas allé là faire le reportage pour voir que des solutions endogènes existent et qu'il faut simplement passer à ce qu'on appelle politique de jure, c'est-à-dire donner, formaliser ce qui se fait de fait, une réalité de fait. Dans ces villes que je viens de citer, vous avez l'approvisionnement en fioul au moins à 90% du Nigeria voisin. Le litre au Nigeria coûte 165 naira. Et les opérateurs économiques camerounais qui importent du Nigeria n'ont pas besoin de devises. Nous sommes dans un pays où nous sommes en situation de surliquidité. Les gens ont l'argent à la maison. Il y a thésaurisation, nous savons ça. Et donc, on avait l'occasion de formaliser notre économie et donc de reconnaître ces gens-là, de leur donner la possibilité de faire entrer le carburant au Cameroun. On a toujours cette occasion-là. Et donc, nous demandons au gouvernement camerounais de favoriser officiellement l'importation des produits pétroliers du Nigeria. En l'état, les gouverneurs, si je prends le cas de l'Adamawa, les gouverneurs mettent le veto. Et donc, ça se passe à l'informel. Vous ne pouvez pas vivre à côté de l'eau, c'est ce que les Camerounais disent, et vous mangez les mains sales. Les Camerounais ne peuvent pas supporter. Ne s'agit-il pas de carburant frelaté? Frelaté, c'est parce qu'on fonctionne dans l'informel. Ces carburants s'achètent dans les stations-service de l'autre côté de la frontière. Ensuite, quand ça vient au Cameroun, c'est l'informel. C'est pour ça que nous demandons que cela se fasse de façon formelle. Comme cela, les stations-service peuvent régulièrement s'approvisionner. Si on ne le fait pas, dans toutes ces régions que je suis en train de dire, personne ne va laisser le carburant à 100 km qui coûte moins de 200 francs CFA pour acheter dans une station-service sur le territoire camerounais où ça va coûter 630 francs CFA et plus le transport, parce que ça, ce sont les prix de Douala et Yaoundé. Vous comprenez cette situation? C'est pour ça que l'informel prospère dans notre économie. Et donc, on a créé un pays avec près de, ça dépend des sources, on a entre 90 et 95% d'activité informelle dans notre pays. On ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pour ça que c'est la banqueroute. C'est pour ça que c'est la faillite. Il faut qu'on sorte de là. Cela dit, le gouvernement a donc annoncé, on l'a vu dans le reportage, un certain nombre de mesures prises en fin de semaine
pour essayer de pallier le problème pour pallier cette pénurie en matière de gazole. Êtes-vous serein? Êtes-vous confiant? Vous dites non. Nous sommes sortis de l'auberge? Non. Parce qu'il faut les devises. Parce qu'il faut la spéculation. Ils traitent avec les traders. Le gouvernement camerounais traite avec les traders qui vont spéculer. Il leur faut des devises. Et donc, c'est deux conditions qu'il faut réunir. Et il faut donc, pour que ça marche, avoir une certaine autonomie monétaire qu'on n'a pas. La BEAC ne peut pas mettre à disposition les devises nécessaires en l'état du fonctionnement de cette banque. Et donc, c'est une solution non viable. C'est une solution non viable et qui va vers là où on veut nous conduire, l'augmentation des coûts. Dans une situation où nous avons la possibilité de réduire les coûts. D'ailleurs, je dis qu'il y a une incongruité dans cette affaire. D'une part, on nous dit le prix c'est 1100 ou 1200, on subventionne pour que ce soit 630. D'autre part, il y a surtaxation. Il y a surtaxation qui représente quelquefois 70% des prix. Il y a une trentaine de taxes et autres frais généraux qu'on paye sur le carburant. Le gouvernement n'a qu'à annuler ça. Donc il faut restructurer les prix du carburant à la pompe aujourd'hui. Le gouvernement n'a qu'à annuler ces taxes et le prix baisse. Pardon. Vous ne pouvez pas, regardons simplement l'addition, vous ne pouvez pas en même temps dire, vous ajoutez 70% de taxes, pour ensuite dire que vous subventionnez à 70%, ça n'a pas de sens. Ça crée la bureaucratie. Et donc on prend des décisions qui alourdissent notre bureaucratie au Cameroun, pour que les gens comprennent. On nous dit qu'il faut 600-700 milliards par an pour subventionner le carburant. 625 à la fin de cette année, c'est ce qui est envisagé. Et pour mettre à jour notre raffinerie, il faut dans les 250 milliards. Pourquoi on ne met pas à jour? Pour que cela soit capable de transformer directement nos produits. Pourquoi on ne met pas à jour? Ça n'a pas de sens. Toutes les décisions économiques qui sont prises au Cameroun, ça n'a pas de sens. Et ça se fait depuis 1981. Depuis 41 ans, que l'on fait perdre à l'État du Cameroun des dizaines de milliers de milliards. Gratuitement. Ça n'a pas de sens. Et donc, aujourd'hui, nous exportons notre carburant. Si on regarde les chiffres de 2019, lorsque la Sonara marchait, je prends cette base-là, l'exportation nous rapporte dans les 700 milliards, 780 milliards par an. L'importation en 2019, c'était dans les 900 milliards. On exporte notre carburant, on gagne 700, prenons les chiffres le meilleur, 780, on importe 900. Pour maintenant raffiner à la Sonara. À Limbe. Il y a un déficit. À Limbe, avant de transférer à Douala, il y a des frais de cabotage, il y a les machins, il y a tout ça là. Et qui paye? Ce n'est pas le gouvernement qui paye. C'est le consommateur qui paye tout ça. Alors qu'on a des décisions faciles. Le Bénin ne s'est pas cassé la tête avec les histoires d'exportation, importation. Le Bénin prend au Nigeria et c'est tout. Et au Bénin, le carburant coûte plus moins cher qu'au Cameroun. D'accord. Donc on ne se casse pas la tête lorsqu'on a des solutions simples. Donc pour vous, la solution, c'est simplement sur les prix. Il faut faire partir toutes ces taxes. Le gouvernement n'a aucun intérêt à maintenir les taxes, du moment où ça n'est pas rentable, ce n'est pas dans notre budget, ça ne compte pas, puisqu'on subventionne. Absolument. Et donc, si vous coupez toutes ces taxes-là, on baisse le prix à combien? Dans les 480. D'accord. Et dans la mouvance, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Évidemment, on a pu observer une inflation des prix sur le marché. On poursuit par cet aspect-là.
des prix des produits de première nécessité, l'huile, le riz, bref, un ensemble de produits qui évidemment pèsent désormais sur le panier de la ménagère. Avant l'analyse de l'invité de ce dimanche, je vous suggère cet autre reportage. Dans les rues de la capitale politique, les habitants sont exaspérés. Le président lui-même, il essaie de voir les choses parce que ça ne va pas. L'huile coûte 2500. 2500. Tout a flambé et les revenus n'ont pas augmenté. Je donne 2000 à madame, elle me dit toujours qu'elle va faire quoi avec les 2000. Donc, je ne sais plus à quel sens vous. D'aucuns ont une idée des causes et des solutions aux problèmes. Les contrôleurs de prix doivent faire leur travail. Ceux qui passent le temps à bloquer les marchandises pour créer la pénurie, dénoncer. Il y a trop de dépenses futiles, d'émissions et tout. Il faudrait revoir tout cela. Cela fait plus d'un mois que les prix des produits sur le marché sont passés du simple au double. Le gouvernement, pour l'heure, peine à maîtriser la crise. Avec le démantèlement progressif des restrictions commerciales imposées par la pandémie du coronavirus, celle-ci sera freinée cette année à cause de la dégradation de l'économie mondiale causée par la crise ukrainienne. En dehors de son impact négatif déjà perceptible sur la mobilisation des recettes, du fait de la hausse du niveau général des prix, cette crise alourdit la facture de l'État destinée à la prise en charge de la subvention du carburant à cause du renchérissement du cours du pétrole qu'elle entraîne au niveau international. Les associations des consommateurs appellent à une réorientation des politiques publiques. Il faut booster la production locale et repenser à notre système monétaire. Il faut revoir les politiques publiques, il faut revoir notre économie. Il faut donc revoir même le système de paiement au niveau international. Le gouvernement, quant à lui, mise sur une fin prochaine des hostilités en Ukraine et une meilleure activité fiscale pour soutenir certains secteurs névralgiques de l'économie camerounaise. Je rappelle qu'avant son engagement politique, lui, Marie Cardeux, a longtemps milité dans la société civile, notamment au sein de l'ACDIC, pour laquelle cette association, il était secrétaire général. Dans les questions d'agriculture, les questions, j'ai fait une façon générale de consommation alimentaire, c'est un domaine que vous pratiquez depuis longtemps. Comment vous expliquez ce renchérissement, cette augmentation, cette inflation des prix sur le marché aujourd'hui? J'ai éclaté de rire lorsque le ministre a dit que c'est la crise ukrainienne. ça fait rire. Ça fait rire. Non, il y a trois raisons. Pour l'huile, il y a trois raisons qui expliquent l'augmentation des prix. Un, nos plantations sont en cours de régénération. Et donc, ce sont des vieilles plantations que l'essentiel des industries ont coupées. Et donc, il faut attendre peut-être 3 ans pour, sur les mêmes espaces, récolter les quantités que nous avions par le passé. Il faut dire qu'à ce jour, par mois, la production du Cameroun tourne autour de 19 000 tonnes seulement, alors que la demande au pays est autour de 120 000 tonnes. Donc il y a un déficit de plus de 100 000 tonnes par mois. C'est la production toute... raffinerie et consommation au Cameroun aujourd'hui. Et donc, le déficit est important pour qu'on se comprenne très bien. Or, il se passe que si vous allez à Idéa ou un peu, vous verrez que les plantations ont été coupées. Et donc, on a planté de nouveaux plants qui vont prendre, avec la recherche aujourd'hui et les variétés améliorées qui existent, nous avons le matériel végétal nécessaire au Cameroun. Dans 3 ans, il se pourrait que l'on comble un peu le gap. Mais ça ne va pas être suffisant. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le Cameroun, le modèle industriel que nous avons, montre des limites, qui est un modèle basé uniquement sur les grandes entreprises. Et donc, il se passe que vous avez les petits producteurs qui sont là, avec des produits quelquefois qui pourrissent, et je vous donne les chiffres. 43% de pertes post-récolte au Cameroun. C'est-à-dire que vous avez des petits producteurs qui ont 1, 2, 3, 10 hectares, qui ont suffisamment de produits, mais que l'on ne récupère pas. Et donc, le modèle qu'il faut expérimenter est ce qu'on appelle le modèle de clusters. Ce qui veut dire qu'on va dans une localité, comme prenons la Sanaga maritime, et vous agrégez tous les petits producteurs qui existent dans cette localité-là pour fournir l'industrie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a les gens qui font 1 tonne, on ne les connaît pas, et ils se débrouillent dans l'informel.
cela ne permet pas de résoudre le problème. Donc, du point de vue du modèle économique et du modèle industriel, il faut appliquer le modèle de cluster, et donc d'agrégation des petits pour fournir l'industrie. Et ce modèle a l'avantage que cela crée de la richesse au niveau local et redistribue aux petits producteurs qui, cette fois-là, entrent dans le circuit formel et donc entrent dans le circuit financier et donc sortent de la pauvreté. Nous avons juste à les organiser, à les structurer. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je contribue à faire en ce moment, en partenariat avec le développement local au Minepat pour ce qui concerne les farines locales. Il faut agréger les petits. Et donc, nous les mettons ensemble au sein des plateformes pour fournir l'industrie. Et ça a commencé à montrer ses fruits. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Troisièmement, il n'y a pas d'incitation dans la production locale au Cameroun. Dans la loi des finances 2022, le gouvernement camerounais n'a donné d'incitation que pour la production de la banane. Et cette banane-là, on ne la mange pas au Cameroun. Et donc, les 7 ans d'exonération qu'on a donné pour la production de la banane et les 3 ans de gel de la dette fiscale des entreprises industrielles qui font dans la banane n'ont aucun impact sur le coût de vie au Cameroun. Et donc, il aurait fallu que le gouvernement camerounais cible les secteurs déficitaires et puis donne ces incitations-là dans ces secteurs-là pour que les opérateurs économiques s'y intéressent. Par exemple, si vous donnez 7 ans d'incitation pour la production du palmier à huile au Cameroun, vous aurez un attrait d'investisseurs dans ce secteur-là. Mais il n'y a pas que le palmier à huile. Prenons le maïs. Il y a un déficit de 700 000 tonnes de maïs au Cameroun chaque année. Ça, ce sont les chiffres de 2021. C'est-à-dire que la production nationale tourne autour de 2,3 millions de tonnes, alors que la demande est autour de 3 millions de tonnes. Et donc, le maïs est un intrant important pour l'agro-industrie au Cameroun. Et lorsque vous avez une spéculation aussi importante pour votre économie, vous ne pouvez pas inciter les gens à cultiver. Et c'est anormal que l'on soit à importer au Cameroun aujourd'hui le maïs. Ça n'a pas de sens. Parlant justement d'incitation, on peut quand même observer tous ces projets ou alors ces structures de financement que le gouvernement a mis en place à travers divers ministères, au ministère de l'Agriculture, il y en a, dans d'autres secteurs. Au Minepat, vous le citez assez abondamment, il y en a. Mais est-ce que ces stratégies-là ne peuvent pas permettre de réduire le gap, ne peuvent pas permettre de surabonder ou d'accroître davantage la production locale? Non, parce que il s'agit d'une démarche de centralisation du financement, alors qu'il faut décentraliser, renvoyer tous les financements au niveau local chez les producteurs. Je vais vous prendre quelques exemples. Il y a au Cameroun 13 ministères qui s'intéressent à l'agriculture. 13. Et ce, de façon cloisonnée. C'est un gros désordre. Je veux dire, c'est un suicide sur le plan institutionnel. Et donc, le ministère principal en charge de l'agriculture ne sait pas ce qu'on fait à la jeunesse. Et n'a aucun contrôle sur ce qu'on fait au ministère des PME. N'a aucun contrôle sur ce qu'on fait au ministère de la promotion de la promotion de la femme et de la famille, au Minepat, etc. Aucun contrôle. Je vous donne un autre exemple, les semences. Le ministère en charge de la production n'a aucun contrôle sur la production des semences. Ces semences sont faites à l'IRAD. L'IRAD est sous la tutelle du ministère en charge de la recherche, le MIRESI. Et donc, chaque ministère a son budget. Lorsque le ministre en charge de l'agriculture veut lancer la saison agricole, il faut que cela concorde avec le programme du ministère en charge de la recherche, qui n'est pas toujours le cas. Et par conséquent, vous avez des saisons agricoles lancées sans semences. Ou encore les semences arrivent en contre-saison. C'est pour ça qu'il y a aussi des problèmes de production au Cameroun. Je vous donne un autre exemple pour ce qui concerne le ministère de la Recherche lui-même. Le ministère de la Recherche a le matériel végétal ou animal nécessaire
pour booster la production au Cameroun. Je vous donne un exemple. Jusqu'à aujourd'hui, le taux de vulgarisation des semences améliorées au Cameroun, c'est 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez la Sanaga maritime, ou je prends la Lequier, vous avez nos mamans qui continuent de travailler 7 jours sur 7, mais elles plantent des variétés traditionnelles. Si on va à Menganga, vous avez 150 variétés traditionnelles qui sont là, et c'est ça que les gens plantent. Ces variétés-là ne produisent qu'environ 5 tonnes à l'hectare. Et vous avez aujourd'hui au niveau de la recherche des variétés qui font 40 tonnes à l'hectare, qui permettraient de réduire la pénibilité du travail, d'augmenter la productivité au Cameroun. Mais personne ne connaît ça au niveau de la production. Il se pose un problème de vulgarisation et donc de création d'une passerelle entre la recherche et la production. Ça existe. Si nous parlons de ce qui se passe à la FASA ou bien à l'Insaï en Garoundé, vous verrez qu'il y a complètement déconnexion entre la recherche et la production. Et donc, vous n'avez pas dans les politiques publiques au Cameroun ce qu'on appelle les données probantes. C'est-à-dire des données qui ne sont peut-être pas la vérité, mais qui permettraient de booster la productivité et le développement. Et donc, voilà le problème. Je vous donne un autre exemple avec, vous avez parlé du Minepat. Oui. C'est le Minepat en réalité qui est le ministère en charge de l'agriculture au Cameroun. Comment ça? Parce que c'est au niveau du Minepat qu'on négocie tous les financements. Pour la gouverner les téléspectateurs, Minepat, économie, planification, aménagement du territoire. Absolument. C'est le ministère de l'économie. Et c'est ce ministère qui négocie tous les financements. C'est d'ailleurs là où il y a la ligne 94. Absolument. Et ce ministère-là garde les meilleurs financements pour lui-même. Je prends le cas d'Agropole. Quand on dit Agropole, les Camerounais s'attendraient à ce que ce soit logé au ministère de l'Agriculture. Non. C'est là où il y a le meilleur financement aujourd'hui. Les gars gardent ça pour eux-mêmes. Et c'est un projet de colonisation du monde rural. Comment ça? Parce que l'on prend des gens qui n'ont jamais produit, on accapare le terrain des gens dans leur village, on installe ces gens-là pour la production et finalement ça ne marche pas. Le projet qui marche et le modèle qui marche, c'est d'aller, vous ne pouvez pas aller dans le Djan. Vous mettez tous les paysans de côté, ou vous allez dans la vallée d'une Thème, comme ça fait scandale au Cameroun, ou dans le Cam. Vous mettez tous les paysans, tous les gens du village de côté. Vous importez un investisseur et vous dites que c'est désormais cet investisseur-là qui a le droit de travailler sur 50 000 hectares, c'est-à-dire des villages et des villages entiers des gens, pour que ces gens-là croisent les bras. C'est ça la colonisation. Ça veut dire que vous mettez quelqu'un pour profiter de la richesse locale sous le dos des locaux qui demeurent pauvres. C'est tout sauf ce qu'il faut faire. Il faut aujourd'hui faire ce qu'on appelle le upgrading. Ça veut dire que vous transformez ces pauvres-là, qui sont des exploitations familiales, en entreprises familiales, sous le modèle de cluster, donc d'agrégation, et vous avez résolu le problème. Si je prends encore le cas de Nyon Industrie dans la vallée d'une Thème, il ne fallait pas chasser les paysans, non. Il fallait aller dans la vallée du Thème, intéresser les paysans à la culture de cacao, qu'on va livrer à Nyon Industrie. Et donc, on met Nyon Industrie et les paysans en lien commercial. Et ça marche. C'est aussi la démarche de chaîne de valeur aujourd'hui. C'est ce qui marche. Et le gouvernement fait ça partout. Et partout, ça crée des scandales parce qu'au niveau local, les gens bloquent la production. Et ils le font à raison. Même dans l'habitat, c'est la même chose. Nous avons le cas de Dikolo à Douala. Vous ne pouvez pas, moi je suis social-démocrate, c'est-à-dire que j'accepte le libéralisme, mais je nuance en tenant compte du volet social. Vous ne pouvez pas venir dans une ville comme Douala, vous exproprier des gens, sans compensation, et quand compensation il y a, j'entends 1 million, 8 millions, c'est-à-dire que vous venez à Douala prendre le terrain et vous leur donnez 8 millions. Ça n'a pas de sens du tout. Vous expropriez des gens pour installer un investisseur contre tout le monde. Parce que cet investisseur va faire un hôtel.
dans la logique que moi je défends aujourd'hui, et donc de la social-démocratie, je maintiens le même investisseur, par exemple, et qu'est-ce qu'on fait pour les localités? Si vous faites un gratte-ciel, vous incluez ça dans le projet. Et donc, au lieu de chasser des gens et de les mettre dans la rue, vous leur proposez d'améliorer leur habitat. Et donc, de construire un gratte-ciel, 20 appartements. Si vous aviez délogé 20 personnes, vous les mettez dedans. Ils ont accès à l'eau, ils ont accès à l'électricité, ils ont accès aux hôpitaux, aux autres facilités qu'il y avait dans leur environnement. Ils ne sont pas coupés de leur environnement, ils ne sont pas déstructurés. Et on peut aller plus loin, leur donner une part dans l'entreprise. Et c'est leur contribution. Ils peuvent entrer dans le capital de l'entreprise en nature. Et vous verrez que c'est eux qui vont soutenir le projet. Qu'est-ce qui se passe avec la CDC aujourd'hui? Ce sont des modèles d'exploitation, d'accaparement de terre qu'il faut changer. Parce que vous allez chez les Bakossi, qui ont porté plainte contre la CDC, ils ont perdu au Cameroun, ils sont au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, parce que le Cameroun est signataire de tous les accords internationaux qui interdisent l'expropriation ou bien des personnes, y compris des sources vitales, comme l'eau. Et donc, vous avez la CDC aujourd'hui qui est installée, si je prends seulement le cas des Bakossi, et les Bakossi perdent leur terre, ils n'ont même pas 1% de part dans la CDC, et on puise la richesse là-bas pour aller ailleurs, en les laissant dans la pauvreté et dans l'indigence totale. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On aurait pu leur donner 10%, et d'ailleurs, dans certains codes, comme le code forestier, c'est prévu, on aurait pu leur donner même 10% des parts de la CDC, que vous aurez vu que malgré la crise anglophone, ce seraient eux qui seraient les premiers à défendre la CDC, parce que c'est la source de leurs revenus. C'est ce qu'on appelle un modèle durable, un modèle soutenable. Ça, on n'en a pas. Et c'est pour ça que nous, les sociaux-démocrates, on vient avec l'esprit d'entrepreneuriat, mais on ne va pas vers le capitalisme ou le néolibéralisme pur et dur. On intègre la société, on intègre les intérêts des peuples. Parce que tout ça n'a de sens que si ça permet d'améliorer les conditions de vie des populations. D'accord. D'un sujet à l'autre, parlons, vous l'avez évoqué, de la situation sécuritaire, notamment avec cette tournée d'installation des nouveaux commandants de quelques unités au sein de l'armée. Le ministre de la Défense a donc entamé vendredi dernier, du moins fin de semaine dernière, par la région du Nord-Ouest, l'installation du nouveau commandant de la région militaire interarmée numéro 5 et le commandant de la région de gendarmerie numéro 5 également, donc le général de brigade Bouba Dobé-Créo a été installé, tout comme le général de brigade Ousseini Djibo. Ici à Douala, c'est le général Ekongo Senoké qui a été également installé. Petit reportage autour de ces événements. General Ousseini Djibo and General Bouba Dobé-Créo, commanders of the 5th Joint Military and Gendarmerie Region, have been officially installed by the Minister of Defense, Joseph Biti Asomo, today, July 19, 2022, in Bamenda, Northwest Region of Cameroon. The two military commanders who took service have promised to work hand in hand for the fight against criminality and insecurity in the region. Thank the Excellency for finding the discussion. I have a big challenge. The message I would like to send to the guys in the sea, I'm the fighter. I'm the fighter, I'm in the bush. I give them the change. We are here in a good spirit. We are here not to punish or to send away everybody. We are here to work with everybody. We call of them to follow us and to come with us. We build the new capital.
General Ousseini, before his appointment, was a commander of the 1st Gendarmerie Region in Yaoundé, while Brigadier General Bouba had previously commanded Sector No. 1 of the multinational mixed force of the Lake Tchad Basin. Un redéploiement donc qui intervient dans un cadre assez connu. Hein. Vous savez, l'armée a annoncé il y a quelques jours l'assassinat ou alors la neutralisation, pour parler dans le jargon militaire, de l'un des séparatistes les plus en vue dans cette localité, notamment dans le Lébi-Alem, dans le sud-ouest du pays. Le général dit Field Marshal. Vous dites à travers cette disparition, peut-être qu'on va vivre une situation plus décantée, au moins sur le plan militaire. Ce n'est vraiment pas comme ça que moi je vois les choses. D'accord. Je vais regarder du point de vue économique et mettre des chiffres et les évidences sur la table. Okay. Et nous inviter à choisir ou à juger le choix qui est fait actuellement. Il y a des gens au Cameroun qui se plaignent d'être marginalisés parce qu'ils n'ont pas des infrastructures, parce qu'il n'y a pas au niveau de leur région des structures élémentaires de construction d'une vie. Je prends par exemple les routes. Si on va dans le Lébi-Alem, c'est catastrophique, il n'y a aucune route. Quand vous allez à Bangem, vous vous demandez si c'est le Cameroun. Je vais prendre un département où on peut puiser le pétrole au Cameroun, le Ndjiane. Je ne suis pas sûr qu'en 2022, il y ait un seul kilomètre de route bitumée dans le Ndjiane. Je ne suis pas sûr. Quand vous sortez d'un Kumba, la route s'arrête là. Le goudron s'arrête en Kumba. Si vous allez à Ekondo Titi, c'est 52 km. 0 km bitumé. Et si vous continuez à Boudemba, c'est 80 km. 0 km bitumé. Et c'est là où on prend le pétrole du pays. Et je me pose la question. Qu'est-ce qui coûte moins cher à l'État du Cameroun? C'est bâtir le peu d'infrastructures qui permettrait que les gens soient contents? Ou encore, c'est de faire la guerre et de ne rien bâtir? La guerre coûte par jour au Cameroun plus d'1 milliard par jour. Vous avez les chiffres? J'ai des chiffres. D'accord. Quand on dit rafale, d'accord, une seule balle coûte 9500. Quand on dit rafale, c'est-à-dire que quand un gars se met, il fait trou, et puis 50 balles sortent, multipliées, disons, par 10 000. Ce sont des chiffres officiels, les documents sur lesquels vous êtes tombé, ou alors c'est une estimation que vous faites à titre personnel? Je peux vous donner mes sources, mais vous ne trouvez ça nulle part. On parle de grandes muettes. Vous ne trouvez pas dans le budget de l'État. D'accord. Et pour savoir comment on finance la guerre au Cameroun, vous n'avez qu'à voir comment on gonfle les chiffres. Par exemple, pour les stades et machin, etc. Comment on gonfle les chiffres? Et pourquoi? Et alors, comment vous allez comprendre pourquoi? Vous dites qu'on gonfle les chiffres de la construction des infrastructures pour financer la guerre. Ah bon? Et c'est pour ça même que les gens qui gonflent les chiffres sont récompensés. C'est quoi le mécanisme? Le mécanisme, c'est un montage financier. D'accord. Dans un pays, on ne veut pas admettre qu'on est en guerre. Si on admettait qu'on était en guerre, il y aurait une ligne budgétaire votée à l'Assemblée nationale consacrée à la guerre. Il n'y en a pas. Comment on fait pour financer tout ce que vous voyez dans le sud-ouest ou bien dans le nord-ouest? Ça coûte très cher, la guerre. Ça coûte très cher. Et je vous parle d'1 milliard par jour. La guerre par an coûte au Cameroun plus de 300 milliards. Au lieu de dépenser 300 milliards pour s'entretuer... Les chiffres sont les vôtres. Hein. Ce sont mes chiffres, j'assume. Au lieu de dépenser 300 milliards pour s'entretuer, moi j'aurais dépensé 1 milliard pour mettre une infrastructure... En même temps, on ne va pas faire comme si l'État du Cameroun s'est levé et puis a décidé d'aller. Il me semble bien que c'est une opération... qui est imposé à l'armée camerounaise, qui doit tout au moins assurer la sécurité des personnes et des biens. Si vous prenez un document fondamental de l'Institut national de la statistique, ECAM 4,
Le dernier, c'est 2015. La guerre du Nozo a commencé, disons, dans la phase actuelle, 2016. Et comme cas très clair, les politiques publiques au Cameroun n'ont pas été inclusives. C'est écrit noir sur blanc. Ce sont des outils de pilotage. Ce sont des outils qui doivent orienter les politiques publiques. On vous dit que ce n'était pas inclusif. Partout où il y a la guerre, si on parle à l'extrême nord, c'est la catastrophe. Allez, je ne sais pas moi, allez à Tukumbore, allez à Kuseri, allez, je ne sais pas, si vous prenez le côté du Maï Danaï, vous essayez d'aller à Zouaï, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école. J'ai été totalement choqué lorsque je suis allé à Tchatchibali, après Tchatchibali à Zouaï, et j'ai vu des enfants qui vont en classe de 5e. Je me suis vu quand j'étais en 5e, qui s'asseyaient sur des briques de terre, des briquettes de terre pour étudier. Nous sommes au Cameroun. C'est ça qui crée la radicalisation. Ce qu'on appelle l'extrémisme violent est très documenté. Et cet extrémisme violent a pour cause marginalisation politique, marginalisation économique, marginalisation culturelle, socio-culturelle ou la stigmatisation. Moi, la solution, c'est de lutter contre ces formes d'exclusion. On peut décider au Cameroun qu'on ne veut plus voir des écoles en tige de maïs. En un an, on règle ce problème. C'est quelques bâtiments qu'il faut mettre. Nous, à l'ACDIC, vous avez parlé de l'ACDIC, quand on est allé à Dachenga montrer comment un CS se trouve sous les arbres, toute la République a été émue. Parce que souvent, des gens parlent sans savoir. Toute la République. Ce qui a suivi l'année prochaine, c'est qu'on met des bâtiments. Et on a comme ça à profusion. On peut décider que chaque année, on élimine les signes de la stigmatisation au Cameroun. Et on met ça au budget. Le sens du budget programme serait ça, qu'on ait un programme chargé d'effacer du paysage scolaire un certain nombre de choses. On efface. Ça dure 1 an, 2 ans, terminé. On fait un autre programme chargé d'effacer le visage, par exemple, de l'eau. Quand vous voyez au Cameroun, les gens boivent dans les mares, les mares d'eau. Vous allez à Kuseri, allez sur la route de Kuseri, voir des gens boire, ça n'est pas normal. Et c'est pour ça que coûte, non pas que coûte, je veux dire, que perd le Cameroun, concrètement, hein, on parlait de l'article tout à l'heure, on sait que ce sont des zones extrêmement productives, les régions du nord-ouest et du nord-ouest et du sud-ouest. D'abord, en termes de produits, quels sont les produits qui sont impactés? Maintenant, sur le plan financier, quels sont les coûts du moins, pour lesquels ça pèse sur le budget de l'État? Si je prends le sud-ouest, vous aviez, par exemple, l'huile de palme. Les gens ne veulent pas dire que la palmole ne marche pas. Et la palmole, c'est dans le Ndian. J'aurais pu vous parler de ça. On a pénurie d'huile parce que l'une des principales plantations du Cameroun et l'une des principales industries agroalimentaires qui fait dans l'huile de palme est fermée. C'est la palmole. Donc, c'est un produit important. Absolument. La CDC, aujourd'hui, avec tout ce qui est banane, on va nous dire qu'on a donné l'exonération pour le secteur banane parce que c'est impacté. Mais c'est impacté peut-être sur la balance commerciale du Cameroun, les exportations du Cameroun. Mais aujourd'hui, ce qui est davantage intéressant, c'est que quand vous voyez le déficit de la balance commerciale au Cameroun, la crise a plutôt été, je ne veux pas être cynique, mais plutôt positive. Sur la banane? Sur la balance commerciale. Sur la balance commerciale. Commerciale du Cameroun. Parce que l'écart s'est réduit. Entre 2019 et 2021, on est passé de
409 milliards par là à environ 1200 milliards aujourd'hui. Vous semblez le dire sous fond de satisfaction, mais en même temps, on perd... Sous fond de satisfaction. Mais en même temps, on perd des devises. Non. Les devises ne nous servent à rien si ça ne nous permet pas d'acheter ce que nous mangeons. Soyons clairs. Oui, non, mais je veux dire que peut-être le choix de la dépense est une autre question. Mais au moins, ce sont des recettes. Oui, nous perdons en devises. Et donc, si vous voulez, le gap là, c'est environ 200 milliards là, que nous avons perdu en devises. Absolument. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que l'activité économique, comment il y a eu résilience. Et donc, comment est-ce que les gens se sont rabattus ailleurs sur la production locale pour fournir le marché. C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut soutenir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je vous ai parlé des cas du pétrole, ça ne sert à rien d'exporter pour avoir des devises, alors que ces devises ne suffisent pas pour combler la demande nationale. Il aurait été plus court d'utiliser non pas l'exportation, mais de produire localement pour couvrir la demande nationale, que cela aurait été plus intéressant. Parce que quand nous exportons, il faut dire aussi que quelquefois, nous ne gagnons pas beaucoup et que nous perdons en termes de valeur sur le marché. Donc, c'est ça qui est très important. Aujourd'hui, il y a clairement au Cameroun un boulevard dans la production nationale. Et donc, si nous produisons localement, nous maintenons les richesses, nous créons les richesses localement et nous empêchons ce qu'on appelle fuite de devises. Parce que vous ne voyez pas aussi, vous voyez les devises que nous avons sous forme d'exportation, mais vous ne voyez pas les fuites de devises. Et ces fuites de devises-là, par an au Cameroun, sont chiffrées autour de 3 000 milliards. D'accord. D'importation qui s'évaporent pour le riz que l'on peut cultiver sur place au Cameroun. Selon les chiffres officiels, ministère de l'Agriculture, pour la saison passée, le Cameroun avait à disposition 200 000 hectares de terres rizicoles. Prêts. Il aurait simplement fallu que nous y mettions le matériel végétal qui existe par ailleurs déjà à l'IRAD pour obtenir les 800-900 000 tonnes que l'on importe chaque année en une saison de 3 mois. Ce sont les chiffres officiels. Et quand je dis comme ça, les gens me disent non, c'est compliqué, on ne peut jamais, machin et tout ça. Et donc nous sommes passés à l'expérimentation. Par exemple, lorsque j'ai défendu qu'on pouvait manger le pain incorporé à la farine locale, les gens de l'industrie meunière du Cameroun ont fait des comptes sortis pour dire qu'il faut 20 ans parce que c'est compliqué, machin. Tout le monde est dans le pain. Allez dans les supermarchés, je ne veux pas citer pour faire je peux parler de Carrefour. Allez partout dans ces supermarchés, vous allez trouver qu'on nous vend aujourd'hui le pain incorporé à la farine locale. Nous-mêmes, en tant qu'ARDIC, en tant que GIC, on s'est lancé dans la production. Du pain avec la farine locale. Avec la farine de manioc, avec la farine de maïs, avec la farine de soja, avec la farine de sorgho, avec la farine de patate. Allez à Yaoundé, face commissariat en Kondongo, vous mangez du bon pain. Et ça s'arrache. Les gens nous disent toujours que rien n'est possible au Cameroun. Comment rien n'est possible? Quand on a dit qu'on pouvait cultiver le blé, non, ce sont des cultures exportées, ça marche pas chez nous. Le Cameroun a 5 zones agroécologiques. Et la culture du blé marche dans le nord-ouest, dans la Damawa et à l'ouest, c'est-à-dire en hauteur. Quand le chef de l'État a ordonné la subvention ou bien la mise à disposition de 10,3 milliards pour ce secteur-là, tous les ministres de la créature maintenant nous disent c'est la volonté du chef de l'État, on va faire. Il faut toujours attendre le chef de l'État. C'est possible. D'accord. On va peut-être poursuivre sous cet élan économique, notamment avec l'impact de la crise russo-ukrainienne sur les économies africaines, particulièrement le Cameroun. Peut-être le temps pour nous de prendre cet autre reportage, toujours dans le sillage de l'armée, cette fois-là dans la sous-région. C'est à l'école internationale des forces où la 8e promotion, constituée de 28 auditeurs, gendarmes et policiers,
sont arrivés en fin de formation. Suivez plutôt. 42 semaines, c'est le temps qu'a duré le 8e brevet d'études supérieures de sécurité. Du 26 septembre 2021 au 21 juillet 2022, 28 auditeurs, policiers et gendarmes du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Togo ont suivi un stage approfondi conduit par l'EIFOS et l'IRIC pour le volet Master en Relations internationales, option sécurité internationale. L'enjeu de cette formation étant de former des planificateurs de niveau opératif à la gestion des questions sécurité nationale, multinationales et internationales. Former des forces de proposition pour les décideurs pluridisciplinaires. Également leur inculquer des connaissances des dynamiques géopolitiques et géostratégiques de l'Afrique et du monde à travers une mission d'études internationales au Nigeria et en Turquie. La cérémonie de clôture de leur stage est présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, président du conseil d'administration de l'EIFOS. Au récipiendaire, Joseph Betty Assomo a recommandé professionnalisme, travail, esprit d'équipe et honneur à leurs patries respectives. Désormais, nous sommes plus à même de comprendre la géopolitique, la géostratégie mondiale, de comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons, qui va nous permettre certainement de faire face aux défis actuels que traverse l'Afrique, particulièrement le Sahara. Le stage a bénéficié d'un appui financier spécial du président de la République du Cameroun. Aussi, c'est la toute première promotion à avoir suivi toute la scolarité sur le campus de l'EIFOS à Hawaï, région du centre, où le col a définitivement migré depuis janvier 2022. La prochaine rentrée du brevet d'études supérieures de sécurité est prévue au mois de septembre 2022. Le Marika 2, alors, quelle est donc l'incidence de ce qui se passe en Europe de l'Est, en Russie et en Ukraine? Je veux dire que ces dernières semaines, à travers le monde, c'est pas qu'au Cameroun, tout le monde a beau rôle de dire ce qui nous arrive sur le plan économique, ce sont les conséquences de la crise ukrainienne. Comment cela impacte-t-il l'économie camerounaise? Le Cameroun importait, si on prend les céréales en général, alors qu'on peut produire. On a toute la partie septentrionale du Cameroun propice pour la production de céréales. Mais nous avions fait le choix d'importer 65% de notre besoin de Russie et d'Ukraine. Soit 40% de Russie pour ce qui concerne des spéculations comme le blé, et puis 15% de l'Ukraine. Et donc, quand vos principaux fournisseurs sont en guerre, effectivement, du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une position de manque de produits et de pénuries. Et donc, c'est ce qui se passe. Ça, c'est de façon directe sur le plan alimentaire au Cameroun. Maintenant, il y a aussi que la Russie est un gros producteur de pétrole. Et donc, s'il y a l'embargo sur la production russe, cela impacte la fourniture du pétrole sur le plan international. D'où la spéculation. D'où la spéculation. Et c'est pour ça que notre gouvernement n'a pas allé là-bas chercher le pétrole. Je veux dire sur le marché international, parce qu'il y a une grosse spéculation maintenant, due à ce que l'un des principaux producteurs du monde est sous embargo. Et donc, le fait que le pétrole, par exemple, russe, ne puisse plus être disponible sur le marché, a eu un impact sur le fret, le coût du fret. Absolument. Et donc, quelquefois, l'on estime à plus de 680% l'augmentation du fret, due à cette guerre-là. Vous comprenez un peu? Et si le fret augmente, les prix aussi doivent suivre normalement. Absolument. Il y avait l'urée, c'est-à-dire l'engrais, que beaucoup d'importateurs prenaient d'Ukraine. Et donc, le fait que l'engrais chimique n'arrive plus fait que la productivité baisse dans beaucoup de pays africains. Alors qu'on a la solution locale avec les engrais organiques, expérimentés, documentés, qui nécessitent juste que l'on autorise la production et que l'on incite la production
Vous parlez des projets. Au Cameroun, on a la solution. Mais que les gens gardent dans les tiroirs. C'est pour ça que je dis souvent que certaines personnes sont actuellement en prison pour faute de gestion. D'autres vont suivre. Faute de gestion, on a entendu la formulation de leur arrestation en disant « À cause de votre gestion, l'État a perdu tant. » Absolument. D'autres vont suivre. Engrais chimique, ça venait d'Ukraine. Engrais organique, nous avons ça là. Je vous prends un exemple simple, cher Camerounais. Isaka, une vraie foutaise nationale. On ramasse les ordures dans toutes les villes et on jette. Les ordures. Ce n'est pas Isaka qui est la foutaise, c'est ce qu'on fait des ordures, je présume. C'est une entreprise qu'il faut absolument réformer. Bon, parlons des ordures. C'est une entreprise qu'il faut réformer. Pourquoi? Vous avez des ordures. Ces ordures peuvent permettre de faire l'engrais organique. Je parlais déjà de ça. Absolument. Ça fait une ligne de produits que vous pouvez vendre. Ces ordures peuvent permettre de faire le gaz et donc l'énergie. C'est disponible. C'est de la matière première que chaque industrie recherche. Mais on reverse dans la nature. Et on vit sur un seul, mais je dis un seul produit, la prestation de service à l'État. Et le jour où l'État ne paye pas, l'entreprise est en faillite, il y a la grève partout. Ça n'a pas de sens. Mais excusez-moi, ça n'a pas de sens. Allons prendre la SODEPA, c'est-à-dire les abattoirs. Quand vous prenez les déchets des animaux qu'on abat, que l'on reverse dans la nature et qui causent la pollution, alors qu'on peut transformer pour faire le gaz. Et ça ne coûte pas les yeux de la tête pour mettre une petite unité de transformation. Même pas 20 millions de francs CFA. On ne le fait pas pourquoi? Ce n'est qu'une question de volonté. Les Camerounais doivent comprendre pourquoi nous on s'oppose. On ne s'oppose pas parce que c'est une affaire d'individus ou de personnes. On s'oppose parce que, mes chers compatriotes, la situation, quelque part, dépasse l'entendement. Et on se dit que si on était là, c'est ça la limite de la société civile. Très longtemps, les gens ont pensé au Cameroun que les gens de bien ne devraient pas être des preneurs de décision, ils devraient se confiner à la société civile. Et donc, depuis 60 ans, les gens supplient, pardon, prenez telle décision, on fait des plaidoyers, on passe le temps à faire. Rien ne bouge. Alors que, si ces gens-là avaient le pouvoir, ils décideraient. Peut-être que ces gens Mais travaillent. au niveau local, le pouvoir là n'est pas toujours le pouvoir Peut-être que ces gens présidentiel. travaillent davantage les électeurs pour obtenir des voix. C'était une trahison que de partir de la société civile à la politique. Si vous suivez le maire de Gourmakon, il est du RDPC. Mais ça ne me gêne pas parce qu'il sort de notre moule à l'Agdic, au Saïd. Et il a demandé la permission pour aller faire la politique. Parce qu'il ne comprenait pas que le maire de Gourmakon, de l'époque, ne puisse pas simplement structurer les femmes. Et tout le monde dans le sud, aujourd'hui, et sur l'ensemble du territoire national, parle de Gourmakon et des femmes de Gourmakon, dans la transformation du manioc, dans la transformation des produits locaux. Pourquoi on ne peut pas le faire? C'est possible, mesdames et messieurs. Si on va à Sambaka, si on va à Nyambaka, dans la Damawa, les gars sont en train de vouloir transformer les mangues. Vous versez les mangues, il y a la production abondante des mangues. D'accord. Pourquoi on ne peut pas transformer? D'accord. C'est pour ça que nous voulons des postes de décision à la mairie et un peu partout pour prendre directement la décision qu'il faut, au lieu d'être en train de commander ce pourquoi nous-mêmes on peut faire. Le temps électoral arrive. On va parler d'abord un peu des relations France-Cameroun. Et puis derrière, on va terminer par le SIF. Avant de planter le décor, je vous le rappelle, vous le savez certainement, Emmanuel Macron
est donc attendu à Yaoundé du 25 au 27 juillet. Pardon. Donc ce lundi, évidemment, il est invité par le président de la République, Paul Biya. C'est dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures. Donc, au menu des échanges, on parle des questions entre les deux pays, questions d'intérêt évidemment économique, mais il y a également les questions de politique intérieure, les questions sécuritaires. Pour planter le décor, je voudrais vous suggérer l'analyse de Sébastien Nadeau. Sébastien Nadeau, il est ancien député de la République française. Il est président du parti Éducation, Démocratie et Dignité. On le voit davantage dans la défense d'un certain nombre d'intérêts. Suivez plutôt. La visite du président Emmanuel Macron au Cameroun s'inscrit dans une visite plus large puisqu'il ira également au Bénin et en Guinée-Bissau, mais le Cameroun est bien évidemment central dans ce parcours avec des enjeux qui sont extrêmement forts et en pleine crise française africaine. Puisque le Mali échappe complètement à ce que voudrait faire la France avec un pays comme celui-là. La crise française, elle est double. Il y a une crise d'influence, parce que la France mise depuis bien trop longtemps uniquement sur ses aspects militaires et sécuritaires. On envoie des armes, des troupes, et que sais-je, quand il y aurait bien des choses à faire côté linguistique, côté culturel, avec un pays comme le Cameroun notamment. Et donc, il y a cet enjeu de perte d'influence, et puis cette inquiétude qui va avec sur les échanges économiques. La France est en perte de vitesse au Cameroun, et compte bien essayer de maintenir sa part du gâteau, si j'ose m'exprimer ainsi, mais c'est comme ça que c'est perçu et construit dans la tête des dirigeants politiques français, dans un Cameroun dont on sait que la présidence de Paul Biya a duré et est à son terme. Et donc la visite du président Macron s'inscrit dans un moment extrêmement délicat pour la France, notamment en Afrique où on sait qu'il y a ce sentiment anti-français montant. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire de la part de la France, c'est de donner maintenant, plus que du discours et de la communication, mais de donner des signes de ce que peut être la France dans une relation intéressante pour un pays comme le Cameroun, pour un pays comme la France. Donc les échanges économiques sont une partie importante qu'il ne faut pas négliger, mais la question de la démocratie, la question du respect des engagements des uns et des autres, des traités, des conventions internationales, ne peut pas rester indéfiniment sous le tapis. Et ça fait 5 ans que le président Macron est dans le discours, mais n'a jamais mis la pression sur le... Voilà donc. Y a-t-il quelque chose à attendre de cette visite officielle au regard des relations entre la France et le Cameroun? Devrions-nous espérer, qui sait peut-être, la France, l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, dans cette Afrique centrale dont on dit que sur les questions géostratégiques et géopolitiques, le Cameroun est un pivot? Que peut-on attendre donc de la sortie de Macron au Cameroun? Oui, attendre de quel côté? Il y a le côté français, il y a le côté camerounais. Et la question, c'est de savoir est-ce que les Camerounais vont tirer leur épingle de jeu. Absolument. Côté français, il parle de crise d'influence. Donc c'est quelque chose d'important. Le président français ne vient pas chez nous en promenade. Et il ne peut pas le faire. S'il vient chez nous, ça veut dire que les enjeux sont importants. Et c'est davantage politique qu'économique. Parce que sur le plan économique, la France au Cameroun n'est plus notre premier partenaire, même notre deuxième partenaire. Le président Biya dit la France, du moins le Cameroun est la chasse gardée de quel pays? Oui, c'était en 87. Entre-temps, le Cameroun est devenu la chasse gardée de la France, et c'est par la force des choses qu'aujourd'hui c'est la chasse gardée de la Chine. Donc, s'il vient au Cameroun, les enjeux sont politiques. Le régime est partant, ou parti, pour beaucoup d'entre nous, et c'est peut-être le temps de penser à l'après, ou de structurer, ou de faire en sorte que l'après prenne corps. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a encore notre opposition, parce que la France n'a rien à faire
dans nos affaires internes. Absolument. Il faut laisser les Camerounais gérer leurs problèmes entre Camerounais. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Et donc, s'il vient, c'est parce qu'il y a cette crise d'influence et parce qu'il ne faut pas qu'au Cameroun, il y ait un second front, Mali, qui naisse. Et nous remplissons tous les critères pour que ce front-là naisse au Cameroun et que ce soit pire qu'au Mali à cause du contentieux historique. Et donc, la question est là. Et quand on voit comment est-ce que la France structure sa relation africaine depuis le dernier sommet de Montpellier, cela n'a peut-être plus vraiment rien à voir avec les chefs d'État. Aujourd'hui, ils sont avec les jeunes leaders, ils sont avec les vedettes, ils sont avec les influenceurs en gros. Et l'un des moments clés de cette visite-là, c'est chez l'un des meilleurs influenceurs ou des meilleures personnalités du Cameroun, c'est Yannick Noah. C'est chez Yannick Noah où vous aurez une brochette d'influenceurs qui vont être là, le but étant d'influencer toute personne qui osera critiquer la France pour nettoyer l'image de marque de la France, afin que ce qui se passe au Mali ne se passe pas au Cameroun. Et d'ailleurs, si vous voyez les projets financés ces dernières années par la France, cela concerne beaucoup plus la désinformation. Et donc, c'est dans la logique de la communication médiatique. Sauf que la désinformation, et là, je tourne pour rentrer dans l'économie, la désinformation marche avec un élément fondamental, c'est la transparence. Vous ne pouvez pas réussir une entreprise de désinformation quand vous maintenez l'opacité. Et donc, la transparence, si on l'envisage tout simplement comme le droit à l'information, pour que la désinformation marche, la France a intérêt à nous fournir des informations officielles, sûres et vérifiables sur un certain nombre de choses. Je peux vous citer 4 ou 5 tableaux. D'abord, sur le fameux compte d'opération que nos pays ont en France. Je suis là dans le CFA. Il est quasiment impossible de savoir combien le Cameroun, puisqu'on parle du Cameroun, a dans ce compte d'exploration. Au Cameroun aujourd'hui, aucun député ne sait, au moment où il vote le budget de la République, combien son pays a en banque. Ça n'a pas de sens. Et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi est-ce que cette information est gardée. Et donc, cela nourrit quoi dans l'imaginaire populaire? Cela nourrit que 50% des devises camerounaises sont en banque en France. Compte d'opération. Dit compte d'opération. Et que le fruit de la coopération, c'est les intérêts que la France tire de ces comptes. La France doit clarifier ça si elle ne veut plus qu'il y ait des spéculations sur cet aspect-là. Il n'y a pas de désinformation sans transparence. C'est ce que je veux dire. Je peux prendre un autre aspect. Je prends Total, la présence française en Afrique. Parce que, dites-vous, la France-Afrique, c'est quoi? Ce n'est pas une histoire des États en réalité. C'est une histoire de lobby des politiciens et hommes d'affaires véreux en France et en Afrique qui prennent en otage la diplomatie. Je serais bien de ne pas citer les entreprises aussi. Oui. Qui prennent en otage les États, la diplomatie, pour les intérêts. Pour leurs intérêts. Et donc, dans le carburant, il se dit que s'il y a spéculation, ou que si on ne va pas acheter sur le voisin, c'est un lobby qui le fait. Mais tant qu'on ne clarifie pas ça, tant qu'on ne clarifie pas pourquoi est-ce que, ou bien quel est le rôle que joue cette entreprise française dans le jeu qui se passe actuellement, et qui, l'histoire a montré que cette entreprise était... Je voudrais rappeler d'ailleurs que le président du JICAM, c'est officiel, Célestin Tawamba, sera reçu en audience par Emmanuel Macron, évidemment, pour évoquer les questions d'échange économique entre les deux pays. Oui, parce que... Pardon. Beaucoup d'entreprises, et ça c'est le troisième point, la fiscalité. Les gens vont vous dire que les entreprises françaises payent beaucoup d'impôts au Cameroun. Et l'actuel directeur général des impôts a redressé une grande entreprise. Vous ne voulez pas qu'on cite des entreprises, d'accord? A redressé une grande entreprise française, 40 milliards. Qu'est-ce qui s'est passé? Le même lobby s'est mobilisé pour déstabiliser le directeur. Ils sont sautés sur le directeur pour aller voir le président de la République. On a coupé.
Et donc, finalement, des gens font comme si ces entreprises pèsent dans la fiscalité, dans les recettes camerounaises. Ce n'est pas le cas. Je vous prends la banane. L'affaire de banane, là, c'est parce que cela profite aux entreprises françaises. Disons-le. Et donc, tant que l'on met la diplomatie pour défendre l'incongru, ça va toujours poser un problème dans l'interprétation, dans la compréhension commune. Paul-Éric Kingé, aujourd'hui, du moins, on avait fait, paix à son âme, on avait fait un combat en Djombe. Parce que la fiscalité, il n'y avait pas de transparence dans la fiscalité. Et la loi de finances aujourd'hui nous dit, ces gens, leur dette fiscale, qu'on ne sait pas, a été gelée pendant 3 ans, a été gelée pour 3 ans. C'est-à-dire 2022, 2023, 2024, ils ne vont pas payer d'impôts. Ça pose problème, c'est dans la loi. Voilà des choses. Si je prends l'autoroute Douala-Yaoundé, on va mettre là maintenant le péage. Kribi-Lolabé. D'ailleurs, la logique. L'inauguration, c'est le 29 juillet. La logique économique, c'est quoi? Je vous prends un exemple qui marche. Sénégal. Entre l'aéroport Blaise Ndiaye et Dakar, il y a 53 km. C'est l'entreprise qui a financé, et donc BOT, Bit Operate Transfer. C'est l'entreprise qui a financé, qui met son péage avec l'accord du gouvernement pour exploiter le péage, récupérer son financement au bout de 10, 15 ans, 20 ans, et retrocéder à l'État. Ça fait du sens. Ça fait qu'on n'endette pas les générations futures comme c'est le cas au Cameroun. L'État du Cameroun s'endette aujourd'hui pour construire des infrastructures. Alors vous dénoncez l'orientation des politiques publiques. Et une orientation qui est faite de façon tendancieuse et qui nourrit tous les ressentiments que les gens ont. D'accord. Parce que une entreprise française, par exemple, ne va pas gagner, pour ce qui concerne l'autoroute Douala-Yaoundé, seulement 60 km ils ont fait pour 10 ans. Seulement 60 km qu'ils ont fait sur 200 km. Oui, mais là, vous n'allez pas accuser les entreprises qui... Il est clair qu'il y a eu un certain nombre de... Au regard des enquêtes qui ont été menées, hein, un certain nombre de défaillances au niveau étatique, au niveau institutionnel, qui ont évidemment empêché que ce programme se poursuive normalement. Et donc, c'est la France-Afrique. C'est-à-dire un réseau de politiques et d'hommes d'affaires véreux qui verrouillent le système pour des intérêts, des intérêts particuliers, des intérêts partisans. Et c'est ça qui pose problème. Il faudrait qu'on se comprenne. Ce n'est pas une histoire de peuple. Le peuple camerounais, le peuple français n'a aucun problème. D'ailleurs, c'est ce que l'ambassadeur de France dit. Le vivre ensemble au Cameroun est effectif. Le vivre ensemble en France est effectif. Essayez de parler à un citoyen français, vous lui expliquez le mécanisme de CFA. Mais il est étonné, il ne comprend pas. Comment est-ce que ce genre de choses existe encore aujourd'hui au monde? Il ne comprend pas. On va ressortir de l'émission avec le SDF dans un moment, mais le temps pour nous peut-être de terminer ou de prendre ce dernier reportage qui revient sur la question des droits d'auteur. La commission dite Ekambi-Bria a siégé cette semaine, une commission présidée par Sambaka, Sam Bende l'artiste, compositeur, qui évidemment a eu de très bonnes nouvelles pour les artistes en ce qui concerne le droit d'auteur. Suivez ce reportage. Les travaux ont duré 3 jours. Les membres du comité technique ad hoc CNC-SOCAM ont principalement procédé à toutes les vérifications ainsi qu'à la détermination des artistes éligibles à cette opération d'apurement des arriérés des droits. Il s'agit de la catégorie B, art musical de la période allant de 2005 à 2017. C'était à l'époque des cassettes et des CD, des tourne-disques. Parce que généralement, les droits d'auteur se repartissent sur les dotations de la CRTV, des résidents de la CRTV auprès des droits des artistes. Cette fois-ci, nous avons fait un travail acharné de recouvrement de droits vis-à-vis des sociétés qui n'avaient pas payé depuis des années, donc c'était devenu des dettes. C'est pourquoi qu'on parle de recouvrement et d'appurement. En moyenne, 650 artistes sont ici concernés, notamment les titulaires des œuvres ayant effectivement été exécutées dans la période de prise en compte. Nous sommes aujourd'hui à 1,2 milliard de recouvrés. Nous répartissons les œuvres qui ont été exploitées. Parce que ce n'est pas seulement l'argent de la CMC et de la SOCAM,
Il y a la société, la DRA, il y a la SCAP, donc chacun a un pourcentage dedans. Ça permettra aux artistes de vivre de ces fonds-là déjà. Les travaux achevés, le comité reste cependant préoccupé pour la gestion globale des droits d'auteur au Cameroun. La gestion collective est presque en train de mourir en Afrique. On peut toucher, on peut avoir beaucoup plus d'argent que la CRTV. Mais vous voyez, en moins d'1 an, nous avons pu recouvrer 1,2 milliard. Donc ça veut dire que nous pouvons faire beaucoup mieux. À la suite des travaux du comité ad hoc et Cambé-Briand, l'apurement des droits suivra en 2 vagues. Une première en août 2022, la seconde vague au mois de décembre prochain. Je rappelle que le docteur Louis-Marie Cagde, l'invité de ce dimanche, est considéré un peu, on l'appelle ainsi au SDF, comme le ministre de l'économie et des finances. C'est bien cela. Alors vous sortez d'un NEC, le comité exécutif national qui s'est tenu ce vendredi et samedi à Yaoundé. Est-ce qu'on peut avoir, on n'a pas encore le communiqué final, les grandes tendances? Que s'est-il dit au sein de ce comité? Quels sont les travaux, le fruit des travaux que vous avez menés pendant ces 2 jours? Avant le NEC, il y avait une réunion du conseil de cabinet qui s'est tenue vendredi et le NEC a eu lieu samedi. D'accord. Il y a une seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le SDF est de retour. SDF is back. SDF is back. Et pour que les gens comprennent ce qui s'est dit et cette nouvelle orientation, il faut peut-être dire ce que c'est que le SDF. C'est un parti social-démocrate. Et le modèle économique que j'ai proposé aujourd'hui et que je porte est un modèle social-démocrate. Entrepreneuriat, mais société. Entrepreneuriat, mais personne. Amélioration des conditions de vie. Et donc, ce SDF-là est revenu. Il s'est dit que, à partir de maintenant, la présence du SDF ne faillira plus. Il s'est passé, peut-être, je vous le concède, un moment de flottement. Mais comprenez ce qui s'est passé. Je rentre encore dans mon champ, dans mon domaine, et je vous dis, il y avait un champ. Prenons 1 hectare, une broussaille, dans les années 90. Il y a eu une première génération de personnes qui ont défriché. Ils ont défriché partout. Ils ont labouré. Il ne manquait plus qu'à semer. Malheureusement, pendant les semailles, ils étaient fatigués. Parce qu'ils ont travaillé de façon acharnée. Ils étaient fatigués. D'autres sont venus s'aimer et faire comme si rien n'avait existé avant. Comme s'il n'y avait pas eu de travail acharné avant. Comme si la politique a commencé il y a 5 ans, il y a 3 ans. Le SDF s'est régénéré. Tout ce que vous entendez comme problème, c'est la transition générationnelle qui est en train de s'opérer. Et le chairman, Ni John Frundi, a eu le courage de le faire à 60%. Aujourd'hui, vous avez 60% des jeunes qui occupent des positions soit des positions exécutives ou des positions techniques comme la mienne au sein du SDF. Ce qui veut dire que ce champ qu'il fallait labourer, qu'on avait labouré et qu'il fallait juste s'aimer, pour que les Camerounais récoltent enfin le fruit du dur labeur de leur politique, ce sera fait. Ce qui ressort du NEC, c'est que le renouvellement à la base aussi s'est fait à plus de 70%. Il y avait des cellules, des circonscriptions électorales qui étaient peut-être dormants dans l'essentiel du pays. Aujourd'hui, ça a été régénéré, au moins à 70%. Et donc, nous allons vers un congrès. Ce congrès va se tenir dans moins d'1 an. Et à ce congrès, notre chairman, qui est, il faut le dire, au ce jour, un homme peut-être le plus démocratique, leader le plus démocratique, parce que les instants du parti se sont tenus régulièrement depuis 30 ans. C'est le seul parti
au Cameroun où, depuis 33 ans, lui pas de 33 ans, les instants du parti se sont tenus régulièrement, sans faillir. Et c'est l'homme qui a annoncé son départ pour dire « je suis fatigué ». Vous avez déjà vu ça au Cameroun. Il dit « je suis fatigué ». Et donc Onek, il a dit « mes chers enfants, je vous laisse le parti dans quelques mois ». En 2023, il est certain que ni John Frondi ne sera plus candidat. Il a annoncé, il a réannoncé, je ne sais pas ce qui... Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des appétits qui se développent, ce qui est normal. Justement, parlons des appétits, et vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez évoqué tout à l'heure en image, sur la question du défrisage, en termes de régénération du parti. Il y a quand même un certain nombre de faits, un certain nombre sur l'actualité, des éléments factuels. Il y a cette déclaration de Bouddha où un certain nombre de militants, de cadres, ont notamment contesté les récentes décision du chairman dans le cadre des nominations. Mais depuis 2018, au lendemain des élections, on se rend quand même compte qu'il y a une forme de grogne à l'intérieur du parti. On a le sentiment que le parti est bipolaire aujourd'hui entre deux factions. Non. Je veux dire, comment est-ce que vous le vivez dedans? Est-ce que le chairman, est-ce que ce NEC a pris position vis-à-vis de ces questions? Ces questions ont été réglées. Comment cela? La force du dernier NEC, c'est que tous les 27 de Bouddha étaient là. Ils sont exprimés devant leurs camarades. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on leur a reproché. Les instances du parti se tiennent régulièrement. Vous n'avez pas besoin d'aller vous exprimer dans les réseaux sociaux. Puisque les instances du parti se tiennent régulièrement. Et donc, il y a eu des plaidoiries. Je ne voudrais pas citer les noms. Vous savez que l'essentiel des partis politiques au Cameroun sont les avocats. Il y a eu des plaidoiries dans tous les sens. Les gens sont exprimés. Le NEC a duré plus de 8 heures. Les gens se sont exprimés. L'essentiel des questions ont été réglées. Les questions qui n'ont pas été réglées ont été transmises à la cellule juridique du parti. Quelles sont les questions qui ont été réglées? Tout ce qui relevait du volet politique. Ça a été réglé parce que le NEC, c'est l'instance exécutive pour le faire. Tout ce qui est technique, qui a été réglé, qui a eu des insatisfactions, démocratiquement, on a dit, ok, on transmet à la cellule des juristes. Ils sont 10, y compris certaines personnes qui sont sur la liste de Bouddha. Entre juristes, ils vont se retrouver et le droit va parler. Et donc, au prochain NEC, cette cellule va rendre son rapport. Et la question est terminée. Et donc, ayez en tête qu'il y a un problème de régénération, un problème de transition. Et cela s'accompagne toujours. Cela, ce ne serait pas normal, sauf si on était dans la dévolution du pouvoir. Ce ne serait pas normal qu'on traverse une période comme celle-là, qu'un homme comme Frondi dit « je m'en vais » et qu'il n'y ait rien. Non, chez nous, en Afrique, la succession se discute. Mais oui, la succession se discute et le pouvoir s'arrache. Chez nous en Afrique, c'est ça. Donc ce qui se passe là est normal. Il ne s'agit que de cela. Mais il y a quoi d'autre? Tous étaient là. Vous êtes de la presse, vous avez entendu qu'on a bagarré au NEC. Les gens ont parlé. Personne ne sort du SDF. Personne ne sort du SDF. Au contraire, le parti s'en sort grandi. Nous étions tellement satisfaits. C'était mon premier NEC. Les gens qui ont l'habitude de faire le NEC disent que c'est le meilleur NEC qu'on n'a jamais eu. Parce qu'à un moment donné, il faut tout mettre sur la table pour gérer. Dans beaucoup de cultures, si je prends la culture étonne, on dit qu'on met l'huile sur la feu, on met sur le soleil. Comme ça, ça s'éparpille, tout le monde, on règle. Chez les grasses filles, on dit que le djangui se fait sur la table. On met sur la table, on règle. Alors, vous venez et donc, c'est ce qui s'est fait. Vous venez de réorganiser vos comités de base à travers des élections, il me semble. Le NEC vient de se réunir. Dès à présent, pour le SIF, c'est quoi la suite? J'ai dit
que le SDF is back. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Beaucoup n'ont pas vu. Le blocus. Absolument. Le blocus, c'est un mot, un concept que les Camerounais doivent intégrer à partir de maintenant. On ne laissera plus faire. Et c'est d'ailleurs ce que beaucoup demandaient. Mais, parce qu'une génération était fatiguée, une nouvelle génération est en train de venir. Vous pensez que de tout ce que je vous ai dit ce soir-là, on va laisser faire? Froundi a dit, dites-moi quand on sort demain, je sors. Vous allez recommencer avec les marches? Le blocus, pas le boycott. C'est quoi la nuance pour vous? La politique de la chaise vide ne se fera pas. D'accord. Le boycott veut dire que les gens ne vont pas à l'Assemblée. Par exemple, on va être là et on va bloquer. Le SDF va-t-il reprendre avec ses anciennes habitudes, la protestation par les manifestations, les marches et autres qu'on a pu observer? Ce n'est pas mon portefeuille. Mon portefeuille, l'organisation. D'accord. Mais je vous souffle que retenez le mot blocus. Merci. Pour la suite des activités politiques au Cameroun. Le SDF est là. Et les difficultés passées qu'on a eues par le passé, ces difficultés ont été levées. Merci. Tout ce qui est guerre générationnelle, tout ce qui est guerre pour le pouvoir, tout ce qui est guerre pour le poste, c'est normal. On va gérer ça. En 2023, le parti va s'en sortir grandi et on va aller vers l'avant pour la conquête du pouvoir. Docteur Lumari Kagbe, merci infiniment d'être venu ce dimanche pour cette émission. C'est moi qui vous remercie. À chaque fois que vous donnez la parole pour qu'on s'exprime, à chaque fois que vous équilibrez la parole sur l'espace public, nous sommes ravis. Merci beaucoup, M. Dipita Tongo, pour cette parole donnée. J'espère que dans un futur proche, on aura l'occasion de revenir s'expliquer devant vous et devant les Camerounais pour que, enfin, les gens soient rassurés que le pays ne faillira pas, même si un certain gouvernement nous a conduits directement en brousse. Soyez-en rassurés, vous aurez toujours la parole sur cette antenne, vous et bien sûr toutes les autres tendances politiques, économiques, sociétés et puis tous les acteurs publics ont la parole sur STV. Merci encore, bon retour sur Yaoundé à vous et bonne continuation dans vos activités politiques. Je rappelle que vous êtes également économiste. D'ailleurs, vous avez également suivi une formation de communicant dans le journalisme, me semble. Oui, oui, absolument. Voilà. Je sors d'un séjour d'une mobilité académique en Arizona où j'ai traité de la désinformation. C'est pour ça que je dis avec autorité, désinformation, il faut la transparence. Le docteur Lumari Kagbe était donc l'invité de ce dimanche dans l'émission Face à l'actu. Merci infiniment de l'avoir suivi. Bon dimanche et à dimanche prochain, mais d'avance, vous le savez, demain c'est lundi. Bon début de semaine. Bonsoir.